je suis Manon Chargy, je suis ingénieure d'études à l'UMR-SAV dans l'équipe microbiote et sur la plateforme BC2Graph depuis maintenant 1 an et demi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce sur quoi on travaille depuis 1 an et demi, depuis que je suis arrivée à SAV. Donc ça consiste à développer une puce microfluidique de PCR quantitative afin de suivre la dynamique d'une communauté synthétique de micro-organismes sur vigne qui pourrait avoir un rôle de biocontrôle contre le milieu. Donc le titre est un peu barbare, mais je vais essayer de le décomposer. Donc, comme vous pouvez le savoir, la vigne est la quatrième culture la plus traitée en France. La majorité des traitements sur vigne sont des traitements fongicides à destinée de deux pathogènes principaux, qui sont le mildiou, Plasmodium viticola, et l'oïdium, Ehrlichia negator. Donc, dans le cadre du développement d'une viticulture durable, l'idée est de réduire considérablement la fréquence et l'utilisation de traitements fongicides et de les remplacer notamment par des solutions de biocontrôle. Donc, il y a l'option du biocontrôle microbien qui semble assez prometteuse et dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à réduire d'ici 2030 de 50% l'utilisation de pesticides, c'est des solutions sur lesquelles on travaille de plus en plus. Donc, les études sur le microbiote se multiplient et ont permis, en plus de l'identification des différents agents pathogènes de la vigne, d'identifier des potentiels antagonistes de ces agents pathogènes qui pourraient constituer de très bons candidats de biocontrôle pour effectuer du biocontrôle microbien. Donc, au-delà de l'utilisation de souches individuelles en candidats de biocontrôle, des études se multiplient sur l'utilisation de communautés synthétiques, donc également appelées SynCom, donc qui constitue une approche très intéressante pour explorer les interactions plantes-microbiotes pathogènes. Donc, il faut savoir que la SynCom se situe à l'interface entre les communautés sauvages, donc vraiment la communauté complète et complexe naturellement présente sur la plante hôte, et l'utilisation de souches seules en candidat de biocontrôle. Donc, pour garantir l'efficacité des solutions de biocontrôle microbien, il est essentiel de pouvoir suivre et quantifier l'établissement de l'agent de biocontrôle, à la fois dans l'environnement et sur la plante hôte. Donc, pour ce faire, il y a différentes méthodes qui existent et qui s'offrent à nous. Donc, je vais vous en présenter 3. Donc, il y a tout d'abord le métabarcoding qui permet d'identifier et de quantifier des micro-organismes dans un mélange complexe. Seulement, c'est une méthode qui permet une quantification seulement relative et qui utilise des amorces généralement universelles, à savoir les amorces CSS pour les bactéries et les amorces ITS pour les champignons. Donc, il y a une autre méthode qui est proposée, c'est la méthode de qPCR, qui permet cette fois une quantification absolue des micro-organismes en mélange et qui requiert un développement spécifique d'amorces pour chaque micro-organisme que l'on souhaite cibler. Donc, en qPCR, on a un débit qui est de 96 data pour une plaque de 96 puits en 2 heures. Donc, la troisième méthode qui existe, c'est la puce microfluidique de PCR quantitative. Donc, c'est ce sur quoi je vais travailler, enfin, je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui est très similaire à celle utilisée en qPCR classique. Donc, une quantification absolue et des amorces spécifiques à chaque cible. Seulement, elle offre un débit beaucoup plus important que celui proposé par la qPCR classique, puisque dans une seule puce du format 48-48 que je vais expliquer juste après, on peut obtenir 2300 data en seulement 4 heures. Donc, dans le cadre de la quantification de communautés synthétiques, c'est une approche qui est extrêmement intéressante. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était à la fois la quantification absolue et le fait que ce soit une méthode de haut débit. Donc, c'est celle qu'on a choisie dans le cadre du WP1 de Vitae pour quantifier l'établissement de communautés synthétiques. Donc, je vais maintenant vous présenter le principe de la technologie microfluidique appliquée à la puce de Standard BioTools, anciennement Fluidigm. Donc, il s'agit d'un outil moléculaire de qPCR à haut débit. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, la puce est divisée en 2 parties. Donc, on a sur la gauche les 48 puits qui correspondent aux puits pour les amorces. Donc, une amorce peut être déposée dans chaque puits. Et sur la droite, aux 48 puits qui correspondent aux puits pour les échantillons d'ADN. Donc, au milieu, vous avez l'IFC, qui est constitué de microchambres réactionnelles dans lesquelles les 48 amorces vont pouvoir rencontrer les 48 échantillons, ce qui va correspondre à près de 2304 réactions de qPCR qui vont se dérouler en simultané. Donc, à l'intérieur de cet IFC, on a en fait des microchambres réactionnelles qui sont interconnectées par des valves nanoflex qui vont venir s'ouvrir et se fermer sous l'influence de différences de pression et permettre aux liquides, donc aux amorces et aux échantillons d'ADN, de se mélanger et de se rencontrer. Donc, c'est une méthode qui est compatible avec différentes chimies.
à la fois la fluorescence Tachmann, Cybergreen et Evagreen. Et ici, je vous présente donc une puce 48-48, mais il existe différents formats en fonction du nombre d'amorces et d'échantillons dont on dispose, à savoir des puces 96-96 ou encore 192-24. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de la technologie, donc, la première étape est le priming de la puce. Donc, ça correspond au chargement de la puce à l'intérieur de l'IFC contrôleur afin de fermer les valves nanoflex et éviter que les amorces et les échantillons d'ADN ne se rencontrent trop précocement. Ensuite, on va venir déposer les échantillons d'ADN et les amorces sur la puce. Et enfin, charger la puce dans l'IFC contrôleur. Les amorces seront poussées à l'intérieur des microchambres réactionnelles. Et enfin, on va pouvoir charger la puce à l'intérieur du gros appareil de QPCR, qui est le Biomark HD, et qui, lui, va se charger de l'amplification et de la lecture de la fluorescence. Ensuite, on peut récupérer les résultats sur un ordinateur et analyser les résultats qui sont sous forme de heatmap. Donc, on obtient des courbes d'amplification, des CT et la heatmap telle que je vous présente là, que je détaillerai un peu plus tard. Donc, il y a différents types d'applications pour la technologie microfluidique. Donc, la quantification absolue, ce qui nous intéressait nous, mais on peut également faire du génotypage ou encore de l'expression de gènes. D'ailleurs, à ça, il y a déjà une puce qui a pu être développée, qui est la puce Néovigène, qui a pour but de quantifier l'expression des gènes de défense de la plante en réponse à l'illicitation des défenses suite à des traitements de stimulateurs de défense des plantes. Donc, c'était le travail de Marie-Cécile, notamment. Je vais maintenant vous présenter les applications de cette puce microfluidique pour la quantification de micro-organismes. Donc, il y a déjà de nombreux articles qui sont publiés et qui utilisent ces puces pour quantifier des communautés synthétiques. Donc, dans l'article de Kleyer et al. Publié en 2017, les auteurs ont pu inoculer une communauté bactérienne synthétique sur différents environnements, l'extraire et la déposer sur une puce microfluidique, ce qui leur a permis d'analyser la composition de la communauté. Et c'est exactement ce qui nous intéressait dans le cadre de ce que nous, on voulait faire. Donc, ce qui a été fait dans le cadre de la thèse de Paola Fournier, ça a été un échantillonnage sur des parcelles qui étaient différentiellement sensibles au mildiou. Donc, des feuilles ont été récoltées sur des parcelles qui étaient très sensibles et sur des parcelles qui étaient faiblement sensibles au mildiou. À partir de cet échantillonnage de feuilles, on a pu créer une collection microbienne qui a été isolée sur 4 milieux différents, dont un qui a été créé spécialement pour cette collection à base d'extraits de feuilles de vigne, pour essayer de maximiser l'isolation de micro-organismes vraiment spécifiques à la vigne. Donc, on a pu isoler 998 isolats, parmi lesquels un grand nombre de bactéries, de levures et de champignons. Et à partir de cette collection microbienne, on a décidé donc de créer une communauté synthétique de micro-organismes. Donc, pour la création de cette communauté, on a choisi des souches qui étaient prévalentes dans la phylosphère ou bien qui étaient suspectées d'avoir une activité de biocontrôle. Donc, pas seulement sur le support vigne, mais aussi sur d'autres hôtes, donc pas seulement vigne. La communauté synthétique est composée de 42 isolats, donc 40 d'entre eux sont issus de la collection microbienne qu'on a réalisée à Sable, et 2 autres souches ont été achetées car on les considérait vraiment essentielles dans la composition d'un microbiote stable. Donc, parmi ces 42 isolats, nous avons 17 bactéries, 19 levures et 6 champignons. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur la composition de la communauté synthétique, donc là, je vous présente 2 tableaux. Un tableau sur la gauche qui correspond aux champignons filamenteux et aux levures, et un tableau sur la droite qui correspond aux bactéries. À l'intérieur de chaque tableau, il y a 2 colonnes. Donc, la colonne de gauche qui correspond aux espèces qui sont trouvées très fréquemment sur vigne, et la colonne de droite qui correspond aux espèces trouvées plus rarement. Les espèces en vert correspondent aux espèces qui ont un rôle de biocontrôle connu dans la littérature. Donc, vous pouvez observer qu'il y a des espèces rares qui n'ont pas de rôle de biocontrôle et qu'on a quand même choisi d'inclure dans la SYNCOM. Et ça, c'est des résultats qu'on a pu obtenir notamment sur ce que Paola a pu identifier dans sa thèse. Donc, elle a pu identifier des taxons microbiens préférentiellement associés à des parcelles faiblement sensibles au mildiou. Donc, on s'est dit que c'était potentiellement des bons candidats pour la création d'un microbiote protecteur de la vigne. Donc, je vais maintenant passer aux différentes étapes de développement de la puce microfluidique. Donc, la première étape était la sélection des souches. Donc, comme je vous ai dit, on a sélectionné des souches qui pouvaient avoir un rôle de biocontrôle et ou qui étaient prévalentes dans la phylosphère. Donc, sur la puce, on a également choisi d'ajouter 4 pathogènes de la vigne afin de les quantifier et de pouvoir
identifier le rôle de la syncom, si oui ou non elle avait un rôle protecteur et diminuer l'abondance de ces pathogènes sur les feuilles. La deuxième étape, ça a été de développer des amorces spécifiques à chacun des micro-organismes de la syncom et des pathogènes qu'on souhaitait quantifier. Donc, on a décidé de cibler des gènes unicopies, puisque ce qui nous intéressait, c'était de faire de la quantification absolue. Et pour faire de la quantification absolue, il est beaucoup plus facile d'avoir un gène qui correspond à un génome que de cibler des gènes multicopies qui pourraient varier en fonction des espèces, comme par exemple l'ITS. Donc nous, on a choisi de cibler la gyrase pour les bactéries et généralement la bêta-tubuline pour les levures et les champignons. La troisième étape, ça a été de vérifier la spécificité de nos amorces in vitro. Donc cette étape-là, on l'a fait sur des souches pures. Donc on a extrait les souches de la communauté synthétique vraiment seules pour vérifier que les amorces s'hybridaient bien uniquement sur la souche cible et pas sur toutes les autres amorces. Donc cette étape a été assez compliquée puisqu'on ne disposait pas des génomes pour toutes les souches de la syncom. Donc j'ai dû me baser sur des séquences disponibles sur la base de données NCBI qui ne correspondaient parfois pas exactement aux souches dont on disposait. Donc il y a eu de nombreux redesigns d'amorces qui ont dû être faits. Donc la quatrième étape, c'est d'utiliser la puce directement sur des échantillons environnementaux plus complexes afin de pouvoir obtenir des quantifications absolues. Donc je vous présente là la heatmap obtenue dans le cadre de la validation d'amorce. Donc vous avez ici différentes cases colorées. Donc en abscisse, vous avez des numéros entre 1 et 48 qui correspondent aux 48 amorces qui vont cibler nos 48 échantillons d'ADN qui sont présents en ordonnée. Chaque case colorée correspond à un CT, qui veut dire Cycle Threshold, et qui correspond au nombre de cycles nécessaires de qPCR pour que la fluorescence de l'échantillon soit considérée suffisante et qu'elle dépasse un seuil prédéfini. Donc, ça veut dire que l'échantillon d'ADN est bien détecté et présent dans le mélange. Donc, comme vous pouvez le voir sur la courbe d'amplification située juste en dessous. Donc, plus le CT est bas, plus la quantité d'ADN présente initialement dans le mélange est forte. Donc, pour venir un peu en détail sur les résultats que j'ai pu avoir, donc une colonne correspond à un primer. Donc ici, je vous prends l'exemple de la colonne 9, qui correspond à la bactérie Bacillus pumilus. Donc, la colonne 9, en abscisse, vous avez l'amorce de Bacillus pumilus et en ordonnée, vous avez l'ADN de Bacillus pumilus. Donc, l'idée est que cette amorce ne puisse matcher que sur le micro-organisme d'intérêt, donc Bacillus pumilus, et que toutes les autres cases de la colonne soient de couleur très foncée, donc qu'elles ne permettent pas une détection des autres micro-organismes. Donc, dans le cadre de cette amorce-là, elle est bien spécifique, donc elle est bien validée. Je vous prends un autre exemple d'une amorce aspécifique. Donc là, c'est l'amorce numéro 41. Comme vous pouvez le voir, elle va s'hybrider bien sur le micro-organisme numéro 41, mais elle s'hybride aussi sur deux autres micro-organismes, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, elle est considérée aspécifique. Le troisième cas, c'est la non-hybridation de l'amorce. Donc, l'amorce ne s'hybride pas du tout, ni sur sa cible, ni sur une quelconque autre cible. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 10 amorces qui restent encore à reconcevoir. Donc, il y en a 5 aspécifiques et 5 qui ne s'hybrident pas. Donc, ça, on peut l'expliquer soit par une mauvaise identification des micro-organismes qu'on a choisi d'inclure dans la syncom, puisque l'identification s'est faite par métabarcoding et que parfois, le métabarcoding n'est pas suffisamment précis pour permettre une identification au niveau de l'espèce. Ou bien il peut également y avoir un polymorphisme présent dans la séquence d'ADN qui empêcherait l'hybridation de nos amorces. Donc, pour pallier à ce problème, il y a un séquençage long read et short read qui est actuellement en cours pour nous permettre de perfectionner ce design. Donc, je vais maintenant vous présenter un exemple d'application de la puce microfluidique. Donc ça a été dans le cadre de la thèse d'Artige à soie, afin de suivre la dynamique de la communauté sur feuille au cours du temps. Donc, l'expérience a été effectuée sur disque foliaire de vigne. Donc, on a inoculé la communauté synthétique à un temps initial sur les disques foliaires. On a laissé s'établir pendant 48 heures. Et ensuite, à un temps zéro, on a ajouté le pathogène, le mildiou. Et à des temps entre T1 et T7, tous les jours, on venait prélever quelques disques foliaires pour une analyse ultérieure de l'établissement de la communauté synthétique. Et parallèlement, on a également mesuré l'apparition des symptômes de mildiou sur les disques. Donc, l'étape suivante, ça a été de broyer les disques foliaires récoltés aux différents temps et de quantifier les abondances microbiennes présentes dans les échantillons. Donc, l'idée était de voir si la communauté s'était bien établie sur les disques, si elle était stable dans le temps et s'il n'y avait pas des compétitions entre les différents micro-organismes de la communauté.
Donc Artie finit sa thèse en avril 2026, donc si ça vous intéresse, vous pourrez voir les résultats à ce moment-là. Donc, dans le cadre du projet Mystique, l'idée était également d'intégrer les données de la puce microfluidique dans une approche multi-omique. Donc, en plus de la génomique faite avec la puce microfluidique, l'idée était de compléter ces approches par une approche de transcriptomique, mais aussi de métabolomique, afin d'analyser les éventuels métabolites produits par les micro-organismes qui étaient en contact avec le pathogène. Donc, il y a également Steve Tato qui fait une thèse sur la modélisation des réseaux d'interaction plantes microbiotes pathogènes et qui va se servir de l'ensemble de ces approches pour essayer de remodéliser des jumeaux numériques et de reproduire le comportement de chaque micro-organisme informatiquement. Dans le cadre d'un autre projet, le projet Microcentrie, l'idée est d'utiliser la puce comme outil de diagnostic de la bonne santé du vignoble. Donc, il s'agit là d'une collaboration avec l'IFB, donc avec Sarah Oduro et Benoît Laurent notamment. Donc, l'IFB dispose de capteurs de spores présents dans les parcelles qui vont tourner en continu pendant la saison et essayer de récolter l'inoculum aérien. L'idée est de pouvoir prédire l'abondance du pathogène en saison et de pouvoir adapter la date des premiers traitements. Donc, c'est un dispositif d'épidémiosurveillance des maladies fongiques. Mais l'idée est, en plus de la détection des pathogènes, de pouvoir voir si on arrive à retrouver les micro-organismes présents sur la puce qui pourraient constituer des indicateurs microbiens de sensibilité au mildiou. Donc pour cela, il y a un stagiaire de Master 2, donc Yanis Benbassit, qui vient de nous rejoindre et qui va travailler sur l'adaptation du protocole d'utilisation de la puce pour pouvoir détecter ces micro-organismes dans les échantillons de sporées aériennes des capteurs de spores du réseau VISA. Donc en perspective, il faut savoir que la puce est modulable et que les 48 amorces qu'on a choisi d'inclure actuellement peuvent être modifiées si jamais un autre micro-organisme nous paraît intéressant à quantifier. On peut redesigner de nouveaux primers et en remplacer certains. Et pour l'instant, on a inclus uniquement des gènes de taxonomie pour pouvoir identifier chacun de ces micro-organismes. Mais il serait intéressant également d'inclure des gènes plus fonctionnels pour essayer d'évaluer l'activité de biocontrôle de chacun des micro-organismes, comme par exemple des gènes de résistance aux pathogènes, des productions d'antimicrobiens, ou bien de la tolérance au stress. Voilà. Merci de votre attention. Merci.